Voici le sommaire. Une ambulance de SAMU a pris feu dans l'après-midi de ce mardi à Cotonou. Aucune perte en vie humaine enregistrée selon le bilan provisoire. D'après les témoignages recueillis sur place, le véhicule incendié s'était immobilisé à la sortie du centre d'imagerie médicale privé à la place des Martilles. Les causes de l'incendie ne sont encore pas connues. Ensuite annoncé par les rumeurs depuis quelques semaines, le déplacement de la statue Biogera de Cotonou est effectif depuis ce lundi, initialement installé au rond-point de l'aéroport international Cardinal Bernardin Ganti. Le monument trône désormais au carrefour Erevan sur le boulevard de la Marina. L'une de nos équipes s'est déplacée sur ce nouvel emplacement pour un constat. Puis ensuite, Cotonou abrite pour 2 jours une rencontre entre le Ghana et le Bénin pour la mise en œuvre du règlement de la CEDEAO sur l'itinérance régionale. Cet atelier réunit les experts, les représentants des opérateurs et les associations des consommateurs des 2 pays. Les assises de Cotonou permettront aux participants de discuter et d'harmoniser le point de vue. Et voilà pour vous le sommaire de cette édition. À nouveau, bonjour, bienvenue si vous nous rejoignez. Annoncé par les rumeurs depuis quelques semaines, le déplacement de la statue Biogera de Cotonou est effectif depuis ce lundi, initialement installé au rond-point de l'aéroport international Cardinal Bernardin Ganti. Le monument trône désormais au carrefour Erevan sur le boulevard de la Marina. Nous sommes allés faire le constat et voici les images. Inauguré en grande pompe bientôt 2 ans par le chef de l'État, Patrice Talon, le monument Biogera de Cotonou change de loge. Si par le passé l'édifice était érigé au rond-point de l'aéroport international Cardinal Bernardin Ganti, désormais la statue Biogera se dresse au carrefour Erevan sur le boulevard de la Marina. C'est un carrefour qui relie une voie inter-État. Moi je pense que c'est très bien réfléchi de la part du gouvernement. Certainement qu'ils veulent qu'il y ait une coordination entre les statuts. Et là, on quitte ici, on tombe directement sur le statut de l'Amazone. Ça retrace en partie une histoire de notre Bénin. Cet emplacement, elle est bien visible. Or, là-bas, c'est un peu coincé, donc on n'arrive pas trop bien voir ça. Or, c'est à côté de l'Erevan. On peut faire tout ce qu'on veut, on peut faire la photo. Je pense que c'est bien placé quand même. L'emplacement qui est là-bas, là, je n'ai pas trop aimé quand même. Je pense que là où la statue a été déplacée actuellement est beaucoup mieux parce que c'est beaucoup plus en ville. Sinon là-bas, c'est vrai que ça accueillait directement ceux qui venaient de l'extérieur et autres. Mais là, on peut voir que c'est carrément sur un carrefour qui est vraiment au centre-ville. L'emplacement de la statuette, moi je vois que bon, que ce soit là-bas ou ici, ça ne change rien pourvu que ça puisse embellir la ville. Le monument Biogera est l'un des 3 joyaux dévoilés au public béninois le 30 juillet 2022. À ces ornements s'ajoutent de nombreux projets qui opèrent une métamorphose spectaculaire de la ville de Cotonou. Je pense que le président, il essaie de faire de son mieux. Il fait tellement. Parce que déjà, quand on va faire un retour-contrôle en arrière, on voit que d'ici 2 ans passés, ce n'était pas le Cotonou qu'on connaissait. On peut dire Cotonou déjà aujourd'hui, moi je pense que c'est comme un petit Paris coincé quelque part. C'est déjà beau, avec la nature, il y a une coordination dans tout. Érigée en hommage à un héros de la résistance, la statue éponyme Biogera de Cotonou véhicule des valeurs de témérité, de dignité et d'intégrité. Elle affiche une hauteur de 10 mètres et une largeur de 3 mètres pour un poids de 13 tonnes. Je vous l'annonçais en titre, en image, une ambulance de SAMU a pris feu dans l'après-midi de ce mardi à Cotonou. Aucune perte en vie humaine enregistrée selon le bilan provisoire. D'après les témoignages recueillis sur place, le véhicule incendié s'était immobilisé à la sortie du centre d'imagerie médicale privée à la place des Matilles. Les causes de l'incendie ne sont pas encore connues. Les témoins racontent avoir remarqué une montée inquiétante de fumée provenant du minibus comme premier signe alarmant. À l'arrivée de l'équipe de Canal 3 Bénin sur place, le patient à bord et l'équipage s'étaient déjà retirés. Une autre ambulance venue à la rescousse a pu transporter le malade. Était-il le seul pensionnaire du centre médical? Grosse interrogation sans réponse jusque-là. Mais le feu a consumé le véhicule et les fils électriques tout autour. Les sapeurs-pompiers alertés ne se sont pas présentés sur les lieux plus d'1 heure après l'incident. Selon des sources sur place, un témoin s'en indigne. On écoute. Ok,
moi j'étais de passage. Juste après, j'ai vu le véhicule. C'est une ambulance garée devant le portail. Tout juste après, juste 5 secondes comme ça, boum, ça a pris feu. Le véhicule était garé toute seule là. Bon, c'est tout ce que moi j'ai vu comme constat ça. C'est des miracles devant moi. Sinon, juste, le véhicule était garé là. Je viens de sortir et ça n'atteint pas au moins 10 minutes comme ça. Et j'ai vu boum. Ça veut dire quoi? J'ai trouvé le feu. Alors, depuis longtemps, jusqu'à cette heure-ci, on n'a pas vu les sapeurs-pompiers. Je demande à nos chefs de penser à la situation des chefs-pompiers. Ça a déjà fait plus d'une heure. Ça a déjà fait plus d'une heure. Le fait, ça a déjà plus d'une heure. Depuis longtemps, on n'a pas vu les sapeurs-pompiers. Alors, vous pensez un peu à ça, là. Sinon, la situation, ça ne va pas. Ça ne va pas. Ce dimanche 24 mars dernier, dimanche dit des Rameaux, démarre la semaine sainte pour la communauté chrétienne catholique. C'est le dernier virage de la période de jeûne avant la fête de Pâques. En carême depuis le 14 février dernier, les chrétiens sont invités à respecter davantage les 3 piliers de la semaine sainte que sont la prière, le jeûne et l'aumône. Le père Biaou Patrice Adiran revient ici sur la signification de la semaine sainte, les comportements à adopter et les couleurs liturgiques de cette période. On l'écoute. La semaine sainte, c'est une période de 7 jours, qui commence depuis le dimanche dit des Rameaux de la Passion du Seigneur et qui nous fait monter vers Pâques. C'est le dernier virage du temps de carême, qui est un temps liturgique fort et privilégié, de 40 jours, durant lequel l'Église se prépare à entrer dans le mystère de la résurrection du Christ, qui est un mystère à la fois passé, actuel et à venir. Durant cette semaine sainte, qui est un temps de profonde piété, un temps en griffe qui porte son nom de sanctification, nous sommes appelés à une profonde communion avec le Seigneur, par la prière, par le partage, par la pénitence. La pénitence ici se fait beaucoup plus par le jeûne, par des actes de mortification, et qui sont des attitudes qui nous élèvent à la dignité de Dieu. Donc c'est un temps durant lequel on fait beaucoup plus de force spirituelle pour disposer nos cœurs à accueillir la grâce pascale, grâce à la résurrection du Christ. Le Christ qui, vainqueur de la mort, nous associe à sa victoire. Alors, il faut dire que durant tout le temps des carême, l'Église est au violet. Et nos célébrations liturgiques sont sobres du point de vue festif. Ça, c'est de façon globale. Mais à l'intérieur du carême, il peut y avoir quelques célébrations qui nous conduisent au blanc. Notamment, en termes de solennité, nous avons célébré le mardi dernier la solennité de Saint Joseph, époux de la Vierge Marie, qui nous a conduits au blanc. Voilà. Et puis hier, avec les rameaux, nous en sommes arrivés au rouge, qui rappelle un peu par rapport à la passion du Seigneur. Sinon, de façon globale, c'est le violet. Et durant cette semaine, toute la semaine durant, nous irons au violet. Et l'Église attache du prix au respect de ces couleurs liturgiques qui, au-delà de la visibilité de la couleur, portent un sens. Et le sens, c'est quoi? Le sens, c'est le recueillement. Le sens, c'est la conversion, l'appel à la conversion, puisque la couleur violette du temps des carême, c'est l'appel à la conversion. Et puis on reste à nouveau avec le père Biaou Patrice Adiran pour parler de cette fois-ci de l'une des temps, bien entendu, forts de la semaine sainte qui est le Tridium pascal. De quoi s'agit-il réellement? On écoute une fois encore le curé de la paroisse Sainte-Thérèse de Godomé pour en savoir davantage. Alors, le Tridium pascal, de son étymologie latine, c'est une période de 3 jours. Alors, le Tridium pascal nous conduit à Pâques. Les 3 jours qui nous conduisent à Pâques, notamment le jeudi saint, le vendredi saint et le samedi saint avec la veillée pascale. C'est le caractère immédiat qui fait la particularité du Tridium pascal et les célébrations qui sont vécues ont leur particularité. Mais tout débouchera sur Pâques, qui fait en fait le cœur de la vie de l'Église. Le jeudi saint, c'est la fête du sacerdoce et de l'Eucharistie. Le sacerdoce qui est le mystère par lequel Jésus-Christ lui-même fait participer des hommes comme moi,
à son mystère du salut en faisant d'eux des prêtres. Le lavement des pieds, qui s'inscrit dans la tradition de l'Église, est d'origine biblique. Parce que dans le texte de Saint Jean, dans l'évangile selon Saint Jean, Jésus a effectivement lavé les pieds à ses apôtres, les 12, et pour porter un message, le message de la simplicité fraternelle, de l'humilité, de la fraternité. Le vendredi saint, l'Église est en deuil. Déjà depuis la nuit du jeudi saint, voilà, nous allons entrer dans la préparation au deuil. Et le vendredi saint, Jésus va mourir. Il sera condamné, il va souffrir et voilà, il va mourir. Ce jour-là, on ne parle pas de messe, on parle de célébration. D'abord, il y a le chemin de croix, il y a l'office de la passion. C'est le seul jour durant l'année liturgique qu'il n'y a pas de messe. Il y a une célébration en mémoire de la passion du Christ. Le chemin de croix va nous rappeler cela et l'office de la passion avec ses différentes parties. Et puis après, on va vénérer la croix parce qu'il est mort sur une croix. Suivra la communion. C'est la communion qui a été consacrée la veille. Ce jour, il n'y a pas de messe, il n'y a pas de consécration. Le samedi, l'église est en deuil. Le matin, tout est calme. Mais le Christ qui meurt ne restera pas dans la mort. Il va vaincre la mort par sa résurrection. Et cette résurrection sera resplendissante à partir de la veille pascale, où l'Église va exulter au mystère du Christ qui a vaincu la mort par sa résurrection. Et cette veille pascale-là nous rappelle que Jésus qui était mort n'a pas été tenu prisonnier du tombeau, mais il a vaincu la mort par la puissance. C'est la victoire finale du bien sur le mal, la victoire finale de la vie sur la mort, la victoire finale du Christ sur toute forme d'adversité, sur toutes les forces des ténèbres et autres. La résurrection du Christ dans la vie d'un chrétien, c'est entrer dans le mystère du Christ qui lui-même a vaincu la mort pour que nous aussi nous soyons vainqueurs de la mort qui peut prendre plusieurs noms. La mort peut prendre le nom de méchanceté humaine, jalousie, maladie et autres. Et quand on rentre dans ce mystère de communion avec le Christ, nous sommes vainqueurs de tout. Donc, c'est-à-dire nos vies ne se limitent pas à ce pèlerinage terrestre, mais plutôt nous avons une espérance que le ciel est aussi notre patrie. À l'instant, le père Biaou Patrice Adjiran, justement, qui revient sur l'un des temps forts de la semaine sainte, qui est donc le Tridium pascal. Dans la suite de cette édition, Cotonou abrite pour 2 jours une rencontre entre le Ghana et le Bénin, bien entendu, justement pour la mise en œuvre du règlement de la CEDEAO sur l'itinérance régionale. Cet atelier réunit les experts, les représentants des opérateurs et des associations des consommateurs des 2 pays. Les assises de Cotonou permettront aux participants de discuter et d'harmoniser leur point de vue afin d'aboutir à la conclusion d'un contrat qui puisse davantage faciliter l'utilisation des services de communication électronique dans l'espace CEDEAO. Oulatou Sanoussi, pour le compte rendu. L'autorité de régulation des communications électroniques et de la poste, ARCEP Bénin, et le régulateur du Ghana NCA se retrouvent à Cotonou pour discuter pendant 2 jours en vue de la signature de protocole d'accord de free roaming entre les 2 pays. Ceci dans le cadre de la mise en œuvre du règlement REG 21 de décembre 2017 du Conseil des ministres en charge des télécommunications de la CEDEAO relatif à l'itinérance régionale. Quand vous quittez le Bénin, vous allez au Ghana, c'est impossible d'utiliser le téléphone du Bénin. Il va falloir chercher une SIM au Ghana et vice-versa. Et ça, c'est des situations inconfortables, surtout dans des pays où les frontières ont été artificiellement dessinées. Au regard des résultats peu reluisants obtenus dans le cadre de la mise en œuvre du règlement, l'Assemblée générale de l'Association des régulateurs de télécommunications de l'Afrique de l'Ouest a recommandé la signature des protocoles bilatéraux entre pays. Ce partenariat vise à réaliser l'objectif de la CEDEAO en ce qui concerne l'initiative de l'itinérance régionale pour faciliter la communication et également le commerce au sein de la sous-région. Je voudrais ici que nous apprenions les uns des autres à travers nos différents experts pour affronter les défis auxquels nous sommes confrontés, surtout partager les bonnes pratiques afin d'assurer la mise en œuvre réussie de l'itinérance régionale afin que cette itinérance soit une réalité pour nos populations respectives.
C'est un événement très important qui fera date pour la CEP Bénin dans le développement des secteurs des communications aussi bien au Ghana, au Bénin que dans l'espace sous-régional. La mise en œuvre du règlement de la CEDEAO constitue une opportunité de réduction, voire d'élimination des frais d'itinérance communautaire. D'où la signature antérieure de protocoles entre le Togo et le Bénin, le Mali et le Togo et le Mali et le Bénin. Dans la même dynamique, il s'agit ce jour de faire un pas plus en avant dans la bonne direction avec le Ghana pour la signature d'un protocole similaire entre la CEP Bénin et NCA Ghana. L'objet de la réunion qui s'ouvre ce jour correspond à un besoin réel, exprimé par nos populations et attendu par elles depuis longtemps. Je reste donc convaincu que les échanges entre opérateurs et régulateurs seront très fructueux afin qu'en sortent des propositions tarifaires de free roaming qui soient acceptables, intéressantes et profitables aux utilisateurs des services de communications électroniques mobiles du Bénin et du Ghana. Le président de l'ARCEP Bénin exhorte par ailleurs les participants à poursuivre les discussions avec les autres régulateurs de l'espace CEDEAO et ceux des pays africains pour la signature d'autres protocoles d'accords bilatéraux. La nouvelle présidente de la Haute Cour de justice veut travailler à mieux faire connaître l'institution. C'est l'une des principales ambitions du professeur Dandignamou pour son mandat. Elle a déclaré à l'issue de son audience de civilité au président de la HAC. Après son entrée en fonction, la présidente de la haute juridiction était avant cette étape avec le président de la Cour constitutionnelle. Voici le compte rendu avec Willem Cliquant. Après la Commission électorale nationale autonome et l'Assemblée nationale, la tournée traditionnelle de civilité au président d'institution amène professeur Dandignamou à la Cour constitutionnelle chez elle. La conseillère à la haute juridiction est reçue en audience par le président de la Cour, en qualité cette fois de présidente de la Haute Cour de justice. Elle ressort de cette visite de courtoisie à professeur Dorothée Sosa, satisfaite des échanges fructueux et conseils divers. D'abord, j'ai tenu à le remercier pour sa présence lors de la passation de charges, mais aussi beaucoup de personnes ne le savent pas. Je suis professeur titulaire des universités, mais quand je suis arrivée au Bénin, la personne qui m'a facilité mon intégration dans le corps des enseignants-chercheurs, c'est le professeur Dorothée Sosa. Il était à l'époque doyen de la faculté de droit et de sciences politiques. Donc, c'est pour moi un plaisir et un grand honneur, à la fois en tant qu'aîné, de l'avoir ici, président de la Cour constitutionnelle, et aussi en tant qu'une personne politique de premier rang, de pouvoir bénéficier de ses conseils. Cap ensuite sur la haute autorité de l'audiovisuel et de la communication. L'audience avec le président Rémi Prosper Moretti est d'un intérêt double pour la première responsable de la Haute Cour de justice. Elle permet de faire connaître davantage cette institution de la République aux Béninois. Un repositionnement de la juridiction possible également à travers des réformes institutionnelles. Alors, sortir l'institution de l'oubli, ça passe par deux éléments. Le premier élément, c'est de modifier la Constitution. Puisque si vous jetez un œil à la Constitution, vous verrez qu'un vrai procès ne peut se faire que si l'acte de poursuite et l'acte d'accusation a été adopté par l'Assemblée nationale à une majorité qualifiée. Deuxième élément, il faut rappeler que la Haute Cour de justice, bien qu'elle n'ait pas fait un procès, ça reste une juridiction et qu'il y a un effet dissuasif, ne serait-ce que par la présence de cette haute juridiction. Et c'est pour ça que je fais aussi le tour, pour rappeler qu'elle existe. Et ensuite, avec cette présence dissuasive, il faut voir comment, et ça c'est le chantier que nous menons, comment opérationnaliser sur le plan juridique la Haute Cour de justice avec ce que nous avons, c'est-à-dire faire sans la modification de la Constitution. L'enseignante de droit public a été élue à la tête de la Haute Cour de justice le 1er mars dernier. Une institution composée des conseillers à la Cour constitutionnelle, à l'exception du président,
de députés à l'Assemblée nationale et du président de la Cour suprême. Le Centre des œuvres universitaires et sociales de l'Université d'Abomey-Calavi a organisé une séance de formation au profit des responsables d'étudiants sur les techniques de rédaction administrative, l'oratoire et soins de premier secours, une occasion qui a été offerte à ces derniers dans l'amphithéâtre Tissalat pour acquérir les connaissances afin de mieux s'exprimer en public et également venir au secours à leurs camarades en cas de malaise. Compte rendu, Florence Bossa, Rachidé Sobero. Les techniques de rédaction administrative, l'oratoire et soins de premier secours sont les principales thématiques abordées au cours de cette séance de formation. Objectif, permettre à ces responsables d'étudiants de mieux élaborer les documents administratifs, mieux s'exprimer en public et donner des premiers soins à leurs camarades étudiants en cas de difficultés sanitaires dans les amphis. Satisfaits des acquis à l'issue de cette formation, les responsables d'étudiants ont exhorté les autorités à rendre ces formations pérennes. Les années antérieures, nous avons fait également ces formations. Mais nous avons toujours demandé, nous avons obtenu la clémence de la directrice pour que ces formations se perpétuent au fil du temps. Parce que du fait que nous sommes responsables d'étudiants, nous savons de quoi nous avons besoin. Nous avons parlé de la rédaction, des techniques de rédaction administrative, parce qu'en tant que responsable d'étudiants, chaque fois nous devrions de retirer des courriers. Et quand nous participons à des séances étant jeunes, on peut nous demander de faire des rapports. Cette séance de formation est la toute première des activités des organisations estudiantines au titre de l'année 2024. Selon la directrice du Centre des œuvres universitaires et sociales, cette formation va se tenir également sur les autres sites des universités publiques du Bénin. Je suis sûre qu'à l'issue de cette formation, vous aurez acquis un peu plus que vous ne sachiez avant et que nos objectifs ou vos objectifs à vous seraient atteints. Je voudrais remercier Madame la ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique qui ne cesse de nous appuyer dans toutes nos activités, également à travers elle, tout le gouvernement. La conférence grand public sur l'entrepreneuriat des jeunes, les sensibilisations sur la cybercriminalité, les championnats pluridisciplinaires sont entre autres activités en perspective pour la direction du Centre des œuvres universitaires et sociales de l'Université d'Abomey-Calavi courant cette année. Et pendant ce temps, pour finir, bien entendu, l'Agence territoriale de développement agricole Pôle 7 réceptionne plusieurs emballages de larves de géniteurs d'alevins au profit de 13 écloseries rigoureusement sélectionnées. Les principaux acteurs de la filière étaient tous présents à la cérémonie de réception qui a eu lieu à l'aéroport international cardinal Bellandin-Ganti. Reportage. Ces emballages réceptionnés ici à l'aéroport international Cardinal Bellandin-Ganti proviennent directement de Thaïlande. Et ils contiennent des alevins de tilapia destinés à 13 écloseries rigoureusement sélectionnées et mises aux normes par les soins de l'Agence territoriale de développement agricole Pôle 7. La nouvelle souche que la TDA vient de nous donner nous permettra de booster notre production parce que c'est une source à croissance très très rapide. Donc on a toujours voulu avoir une souche performante. Et bien ce soir ou bien ce matin on l'a eu. C'est l'occasion de remercier le gouvernement et la TDA. C'est des alevins qui vont servir de géniteurs in fine. Donc, et les géniteurs, c'est la base même de la production. Sans des géniteurs de qualité, la production ne peut pas porter son fruit. Et les acteurs ont exprimé ce besoin parce qu'il y a une dégénérescence des souches de tilapia que nous utilisions. Et la TDA a répondu favorablement à cette requête. Et voici aujourd'hui... ces besoins sont satisfaits. La mise à disposition des pisciculteurs de ces larves de géniteurs constitue l'une des phases prioritaires en vue de l'exécution du programme national de développement de la filière aquaculture. Ces larves permettront de produire en moyenne 50 millions d'alevins par an sur les 3 années à venir. Nous accueillons ce soir
au total 160 000 larves de 2 souches. La souche Citralada et la souche Begin, au profit des écloseries qui sont des unités qui produisent les alevins au profit des pisciculteurs. Bon, l'importation en elle-même pour ce qui est des larves spécifiquement, on est autour de 60 millions de francs CFA. Mais il faut dire que ceci, ce n'est qu'un pas dans tout ce qui a été mis en œuvre dans le cadre du PNDF pour pouvoir assurer la production de semences aquacoles au profit des acteurs. L'accès aux alevins de qualité est un facteur indispensable pour l'amélioration de la productivité. Mesdames, Messieurs, c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi à 16h, votre bulletin d'information 19h30, la grande édition de la soirée. Portez-vous bien et à très bientôt.